Bonjour, petit fougère de YouTube. Tu es dans une VOD a priori des horreurs, une VOD de l'enfer. On n'est pas encore en octobre et pourtant j'ai l'impression qu'on est déjà à Halloween, mais même Halloween ne sera jamais aussi horrible que ce qu'on est en train de lire. On est à la suite donc de la précédente VOD. Donc on est sur le passage où on est en train d'étudier un peu plus en profondeur les régulations et surtout l'analyse coût-bénéfice pour mettre en place les régulations. C'est glaçant, c'est dégueulasse, c'est absolument immonde. Mais voilà, on est là-dedans, on est reparti. C'est la seconde grande méthode, celle dite du consentement à payer, Willingness to Pay, ou WTP, fondée sur les évaluations par les individus elles-mêmes de ce bien que représente le fait d'être en vie. Au début, les économistes avaient envisagé de poser directement la question aux gens, par sondage. Mais les personnes interrogées avaient du mal à répondre, beaucoup préférant, à tout prendre, perdre une somme infinie plutôt que de mourir. Et oui, oui, zut alors. Halloween, c'est des mobs qu'on apprend à craindre, là on apprend à les aimer. A priori plutôt. Quoi ? J'ai pas compris. J'ai pas compris le sens de la phrase, je suis désolé. Halloween, c'est des mobs qu'on apprend à craindre. Ah, dans notre monde, on a appris à aimer notre économie. Ah, je sais pas, j'ai toujours jamais aimé, moi. Enfin, j'ai vraiment jamais aimé l'économie. J'ai jamais aimé le monde économiste. Avant, je m'en posais pas trop de questions. Mais j'avoue que j'ai jamais eu de sentiments positifs. Nous, on est déviants. C'est possible aussi, oui. C'est possible aussi. C'est vrai. That's true. Ouais. Donc étonnamment, quand on demande aux gens combien vous êtes prêts à payer, les gens préfèrent crever, enfin préfèrent perdre une somme infinie que de crever, parce que la vie n'a pas de valeur en fait, enfin dans le sens où elle a une valeur qui ne peut pas être posée. Et étonnamment, ça emmerde les économistes qui du coup ont décidé de le faire autrement. Incroyable, surprise. Pour contourner la difficulté, Schelling et Michan entreprirent de reformuler la question. Non pas combien accepteriez-vous de payer pour éviter de mourir, mais plutôt combien seriez-vous prêt à payer pour réduire votre risque de mort prématurée de X%. Mais cette estimation varie. Elle est notamment déterminée par les différentiels dans la capacité à payer. Le cadre dirigeant d'une compagnie minière est en position de consentir à payer bien davantage pour faire retirer l'amiante présente dans son bureau et réduire son risque de cancer de 0,05 à 0,01% que ne le sera un ouvrier de la même entreprise pour réduire son risque de 0,5% à 0,1%. Donc les valeurs sont beaucoup plus élevées, mais le risque est réduit de beaucoup moins, alors que dans le deuxième cas, les valeurs sont beaucoup plus légères, parce qu'en fait la personne a une réalité économique qui fait qu'elle ne peut pas payer plus, concrètement, pour réduire un risque beaucoup plus élevé. Surprise, mais en fait non. En ce cas, laquelle de ces deux évaluations doit prévaloir et pour qui ? Face à ce genre d'aporie, on emprunta une autre voie, plus classique. Pour mesurer la valeur monétaire des choses, l'analyse économique se fit d'ordinaire au consentement agrégé des consommateurs à payer, donc au prix. L'économiste ne disposant plus depuis l'abolition de l'esclavage d'un marché officiel des vies humaines pour accéder à ce genre de vérité, il se mit en quête de marchés de substitution. Non mais vraiment, hein, ce chapitre... C'est quelque chose, très bien. Typiquement, les métiers ou les postes à risque. En observant pour quel montant supplémentaire les travailleuses acceptent un risque plus élevé, ils espèrent pouvoir en induire la valeur qu'ils assignent à leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, dans une société comme la nôtre où t'as pas le choix, qu'il faut bien payer des factures, qu'il faut bien payer ta bouffe, qu'il faut bien payer tes traitements, etc., tu choisis pas d'aller faire un métier à risque. T'as pas le choix. Putain de merde. Je reprends. Mais là encore, les difficultés s'accumulent. Contrairement, en effet, au postulat qui fonde cette méthode, il est douteux que le montant des primes de risque puisse être adéquatement interprété comme une auto-estimation de la valeur de la vie. Il correspond plus prosaïquement à ce que ces travailleuses ont pu négocier dans une situation de choix contraint sur laquelle pèsent des inégalités de qualification, de ressources, d'accès à l'information, sans parler du chômage, des barrières à la mobilité, des discriminations.
On consent régulièrement à être mal payé, tout comme l'on consent régulièrement à payer trop cher. Mais ça ne signifie en aucune façon que l'on estime ce salaire trop bas ou ce loyer trop élevé fournissent un juste étalon de la valeur, un prix pouvant servir de norme générale pour une politique publique. Oui, bref, en gros, nous on a bien conscience qu'on se fait entuber dans tous les niveaux, on n'en est pas joie, mais on n'a pas le choix en fait, quoi, concrètement. Je me permets de traduire en des termes un peu plus vulgaires ce qui vient d'être dit, mais voilà, hein, c'est ça le texte. La société se tourne vers l'économiste et lui demande, en sa qualité d'expert reconnu sur la valeur monétaire des choses, je demande rien des économistes, je demande juste à des économistes de crever et de disparaître vite. Voilà, je me permets, hein. C'est ça mon souhait, c'est que les économistes disparaissent. Ça serait bien. Les politiques aussi, et le patronat avec. Ça serait déjà pas mal. Ça limiterait beaucoup de choses déjà. Je reprends. Ce que vaut une vie, sous-entendu quel est le juste prix de la vie, celui que l'on pourrait prendre comme une norme de référence pour évaluer monétairement les bénéfices d'une réduction, par exemple, des risques au travail, et lui, en position très inconfortable, n'osant pas au fond avouer qu'il est absolument incapable de répondre à ce genre de demande normative, bredouille, hésite, tournicote et finit par renvoyer la question à la société elle-même. Voyons, remplissez-moi donc ce questionnaire, ou bien non, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr de pouvoir accorder foi à vos réponses. Montrez-moi plutôt votre bulletin de salaire. Ah, à commencer par vous, les travailleurs du risque. Combien acceptez-vous réellement pour y perdre la peau? Ah bon, si peu. Oh, la question que vaut une vie, posée, rappelons-le, enfin de savoir ce qu'il serait rationnel de dépenser pour en sauver, l'économiste finit par répondre, pas plus que ce que les employeurs sont déjà prêts à débourser pour en risquer. Bref, le serpent se mord la queue. Incroyable, mais en fait non. Donc, une proposition pour gérer la manière de pouvoir imposer ou pas aux entreprises des restrictions est en fait posée par les entreprises, gérée, pensée par les entreprises, avec comme valeur étalon ce que font les entreprises. Est-ce que vous voyez le problème très léger que ça va poser? Et que ça pose de manière évidente, hein? Donne envie de canner. Ça donne envie de canner. De savants calculs estimaient en 2006 qu'une vie statistique valait très exactement 1 266 037 $ aux États-Unis, mais tout aussi exactement 5 248 $ au Bangladesh. Bah oui. Parce qu'étonnamment, un modèle suprémaciste blanc... ça fait aussi que la valeur de la vie n'est pas la même en fonction du pays. Surprise, mais en fait non. Pas surprise. Je vous rappelle que toujours selon ces méthodes de calcul, la mort d'un enfant handicapé, c'est rentable. C'est bien pour ça qu'on dit que de nos sociétés, ce sont des sociétés eugénistes. Parce que ces calculs-là sont des calculs qui sont courts, et c'est pas sans raison si on enlève le peu d'aide qu'il y a à l'heure actuelle dans nos sociétés pour les personnes handicapées. Parce qu'on veut qu'elles crèvent. C'est pas pour rien qu'au Canada, en Belgique et dans plein d'autres endroits, on est en train de mettre en place le suicide assisté, on a mis le suicide assisté en place, qu'en France c'est en discussion. C'est parce que les handicapés, on est un coût. On est un coût. On doit disparaître. Vous comprenez, pour le bénéfice de la société, il faut qu'on disparaisse. On meurt. Voilà, c'est ça nos sociétés aujourd'hui, hein. Bonjour Ultra Cute, j'ai vu que t'as tenté de déclencher Tendresse et ça n'a pas marché. C'est très triste, tout à l'heure quelqu'un a déclenché Dalek et ça a marché. Donc c'est vraiment toi qui es puni. So sad. Désolé. Et bonjour à toi Ultra Cute. Je reprends la lecture. En tirera-t-on la conclusion que le bénéfice de sauver une vie bangladeshi est à peu près 241 fois moindre. Et cette fois-ci ça marche. Bravo, non Bibi. Donc 240 fois moindre que celui de sauver une vie américaine. Ce pays, dont on estime qu'un quart de la superficie pourrait passer sous les eaux d'ici la fin du siècle, est aux premières loges de la catastrophe écologique en cours. Appliquera-t-on une ristourne pays par pays pour calculer les bénéfices vitaux globaux d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre? Ou faut-il plutôt fixer un prix universel moyen de la vie humaine? Et sur quelle base scientifique, entre guillemets, le fera-t-on? La vérité, c'est qu'il n'en existe aucune. Et ceci non pas du fait des difficultés techniques, de biais méthodologiques ou d'erreurs de calcul, mais parce qu'il n'y a pas de juste prix de la vie. Et dès le don, la suppression ne s'échange contre rien sans une perte irréductible. La question, autrement dit, est nécessairement aporétique. Or, ceci, il faut le souligner, fait intégralement partie du défi lancé par les dérégulateurs. C'est une tactique de sphinx.
Vous mettre en position soit de répondre à une question insoluble, soit de sauter dans le vide, et nul autre choix. Auditionné en 1979 par une commission sénatoriale, Weidenbaum est mis sur le grill par le jeune Al Gore, qui lui pose avec insistance la question de la valeur de la vie. Quelle est la valeur monétaire d'une mutilation, d'une malformation congénitale, de la vie perdue d'un ouvrier à de l'amiante? Weidenbaum refuse obstinément de répondre, se retranchant derrière des valeurs morales. Je n'ai jamais, dans aucun de mes calculs, mis une étiquette en dollars sur une vie humaine. Je pense qu'une vie est précieuse. Mais insiste le sénateur. S'il s'agit, comme vous l'exigez, d'imposer le principe d'évaluation coût-bénéfice, comment voulez-vous ne pas, même de façon implicite, assigner une valeur monétaire à la vie? Comment, par exemple, quantifieriez-vous les bénéfices d'une interdiction de l'amiante? Weidenbaum. Le bénéfice d'interdire l'amiante serait le nombre de personnes dont la vie serait sauvée ou dont la durée de vie serait augmentée en interdisant l'amiante. Gore. Et quelle valeur monétaire auriez-vous, Weidenbaum? Je ne mettrais pas une valeur en dollars. Mais comment alors appliquer l'analyse coût-bénéfice? Il faudrait, répond Weidenbaum, comparer le nombre de morts évitées par l'interdiction de l'amiante avec le nombre de morts occasionnées par cette même interdiction. Les morts dues à l'interdiction de l'amiante. En tant qu'automobiliste qui utilise l'amiante, il profite de l'amiante chaque fois que j'appuie sur la pédale de frein de ma voiture, chaque fois que l'amiante dont sont faits mes plaquettes de frein m'empêche de foncer dans une voiture. Vous et moi, Monsieur le Président, nous sommes tous deux très au fait des avantages de l'amiante. Toute analyse qui porterait simplement sur les vies sauvées du fait de l'interdiction de l'amiante sans prendre en compte les vies perdues par l'interdiction de l'amiante ne profiterait pas à la société. Weidenbaum se rabat sur un dilemme grossier. Depuis que les plaquettes de frein sont fabriquées non plus en amiante mais en fibre de verre, on n'a pas, à ma connaissance, signalé de nouvelles hécatombes sur les routes. Mais le sénateur ne le lâche pas. Gore. Vous dites aucune limite à l'exposition de l'amiante tant que nous n'effectuons pas cette analyse coût-avantage ou coût-efficacité, et je vous suggère qu'il est impossible de trouver un chiffre qui soit assez précis pour mesurer le nombre de personnes dont la vie serait sauvée en ne limitant pas l'exposition des travailleuses à l'amiante sur le lieu de travail. Pensez-vous que cela peut être calculé avec précision? Weidenbaum. C'est le défi que je poserai à un organisme de réglementation. Gore. Et vous leur lanceriez ce défi, vous leur demanderez de relever ce défi avant de pouvoir protéger les personnes exposées sur un lieu de travail, même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir relever le défi. Weidenbaum venait de se trahir en livrant le mot-clé qui résume sa tactique. Lancer aux régulateurs des défis impossibles à relever. Autant il est relativement facile d'estimer les coûts de la régulation pour l'industrie, autant il est difficile d'en établir quantitativement, par avance, les effets dans un milieu ouvert, et impossible, sauf artifice, d'en évaluer monétairement les bénéfices pour des biens hors marché. Weidenbaum le sait, et sa tactique exploite de façon générale cette asymétrie pour paralyser l'adversaire, ce qui lui arrive à son tour quand la question lui est finalement retournée. Bon, ça changera pas grand-chose, parce que comme vous le savez, dans notre monde, malheureusement, ce sont ces mécanismes-là qui sont toujours utilisés. Donc, bon. Même s'il s'est fait mettre un peu en difficulté, viteuf aux États-Unis face à des sénateurs, grosso merdo, ça n'a rien changé, et on a bel et bien des coûts et un prix de vie humaine qui est utilisé, qui est quantifié, etc. C'est quelque chose qui existe, qui existe et qui est utilisé. Même si c'est complètement absurde, ça n'a aucun sens, que voilà. C'est quand même fait, c'est quand même pensé, c'est quand même travaillé, et tout un tas de gens ne voient pas le problème. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des économistes qui viennent reprendre un certain nombre d'échelles qui sont soi-disant pas bien éthiques et qui du coup essaient d'en faire un truc plus éthique en faisant un truc pire. Donc bon, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Très 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 clairement, c'est vraiment quelque chose. Allez, je reprends la suite de la lecture, dans la joie et la bonne humeur. Chapitre 20. Critique de l'écologie politique. Le bénéfice d'un entrepreneur de travaux n'est quelquefois autre chose qu'une spoliation. Il ne gagne pas parce que son entreprise produit beaucoup plus qu'elle ne coûte, mais parce qu'il ne paye pas tout ce qu'elle coûte. Citation de Sismondi. Le capital est aussi peu ou tout autant influencé dans sa pratique par la perspective de la pourriture de l'humanité et finalement de sa dépollution que par la chute possible de la Terre sur le Soleil. Citation de Marx. En 1950, parut un livre novateur, Les coûts sociaux de l'entreprise privée, par William Capp, un auteur hétérodoxe dont le nom a depuis été rayé de l'histoire de la pensée économique.
Cet ouvrage participait à la constitution précoce d'une critique écologiste du capitalisme. Les tenants du libéralisme économique y constatèrent une nouvelle attaque, un nouveau défi à relever dans leur contre-offensive intellectuelle. Soit une usine qui pollue. Son activité a des coûts privés, dépenses en équipement, en matières premières, en salaires, mais aussi des coûts sociaux, des coûts qui ne sont pas pris en compte pour les dépenses de l'entreprise, mais transférés sur d'autres et assumés par elle. Typiquement, si l'industriel déverse ses déchets dans la rivière voisine plutôt que de prendre en charge leur retraitement, ce sont d'autres, poissons, oiseaux, plaisanciers, riverains, etc., qui vont en subir les coûts d'une façon ou d'une autre. Les coûts sociaux de la production privée sont à la fois impayés, ils ne coûtent rien à l'industriel, ni à ses actionnaires, rapportés sur d'autres qui les payent, ne serait-ce qu'en nature. Il leur en coûte souvent leur bien-être, leur santé, voire leur vie, et non comptabilisés. Ils ne figurent ni dans les bilans des sociétés, ni dans les comptabilités nationales. Cette externalisation est en premier lieu matérielle, physique, mais elle est aussi cognitive, épistémologique. Au prisme de l'économie capitaliste, à tous les sens du terme, ces négativités ne comptent pas. Werner Sombart soutenait que c'était la manière de voir, inscrite dans les techniques de comptabilité moderne, qui, en faisant apparaître le profit comme pure quantité, nombre au bas d'une colonne, avait originairement rendu le concept de capital pensable. L'homme qui effectue des transactions sur base comptable considérerait de même l'historien de l'économie Hector Robertson, n'a qu'un seul but, l'accroissement de valeur saisie de façon purement quantitative. Il ne considère en principe ni les grains, ni la laine, ni le coton, ni le tissu, ni la cargaison des navires, ni le thé, ni le poivre. Ces réalités deviennent des ombres, elles se font irréelles. La conception même du capital en tant que possession lucrative dépend en pratique de l'analyse de la comptabilité scientifique. Selon cette hypothèse, la rationalité capitaliste serait alors le produit d'une certaine raison graphique, l'effet d'une technologie d'écriture convertissant la qualité en quantité. Bon, là, globalement, on est sur une base qui est posée, qui revient pour nous expliquer un petit peu, ça se met en place de telle manière, parce que on calcule les revenus, on reste basé là-dessus, mais en fait, on se détache du réel, parce qu'en fait, en gros, on est sur des tableurs Excel. Grosso merdo, c'est un petit peu ce qui est en train de s'être dit. Puisque on fait tout par rapport à des tableurs Excel, on en perd de vue ce qu'il y a concrètement derrière, et tout ce qui n'est pas dans le tableur Excel n'est pas pris en compte. Ce qui est évidemment d'une absurdité sans nom, puisque les entreprises ont des coûts humains, ont des coûts en termes de pollution, ont divers coûts qui ne rentrent pas en ligne de compte sur ces tableaux Excel. Ils n'apparaissent pas, ils ne peuvent pas apparaître. Et donc puisqu'ils n'apparaissent pas, ils ne sont pas pris en compte, ils n'existent pas, ils ne sont pas dans le tableur Excel, donc on s'en fout. Alors que vous vous en doutez bien, c'est complètement aberrant. C'est juste complètement, profondément aberrant. Bref, je reprends. Mais la définition capitaliste de la valeur a aussi, et plus radicalement, dépendu d'un partage fondamental entre ce qui allait être ou non pris en compte. Elle s'est fondée, rappelait l'historien Carroll Quigley, sur la décision de ne comptabiliser que des coûts économiques, mais pas les coûts sociaux. Dans le nouveau système industriel du début du 19e siècle, tous ces coûts, transport des travailleurs vers et hors de l'usine, logement, éducation, retraite, enterrement, maladie, soins des orphelins, etc., furent exclus des comptabilités de l'entreprise. Faut-il dès lors s'étonner de son succès financier ? Ah oui, comme d'hab, si tu fais porter les coûts sur les autres et que ça rentre pas dans ta ligne comptable, c'est vachement plus simple d'un coup. Encore une fois, si aujourd'hui vous avez des entreprises, des multinationales qui se font autant de blé, c'est pas sans raison, c'est parce qu'elles se basent sur l'exploitation principalement des pays du Sud. Je vous rappelle que les pays du Sud global sont toujours dans des dynamiques, dans des politiques qui sont coloniales. C'est pas genre tout va bien parce qu'il y a 2-3 pays qu'on a dit vous avez le droit d'être officiellement des pays indépendants et puis voilà. Non, très clairement non. On sait que c'est pas le cas. On sait que ce n'est pas le cas puisqu'il y a toujours tout un toit de réglementation, de fonctionnement qui font que les populations sont assujetties, les pays sont assujettis. Je vous rappelle que des pays qui étaient des colonies, pour pouvoir être libérés officiellement, se retrouvent à devoir payer des frais de libération. C'est-à-dire qu'ils se font exploiter, ils se font mettre en esclavage, ils se font spolier de leurs ressources, et en plus ils doivent payer pour ne plus subir ça trop, viteuf, on va pas se mentir, viteuf, puisque je vous le rappelle, les entreprises et une très large possession une très large
quantité des possessions du territoire, des populations, etc., sont toujours tenues par les populations blanches, les populations occidentales, parce qu'encore une fois, nous sommes toujours dans un modèle de société mondiale qui est de suprématie blanche, en fait. Ça ne change pas, ça ne disparaît pas. Donc forcément, tout un tas d'entreprises se font des quantités de blé phénoménales, parce que c'est pas elles qui payent une grande majorité de leurs coûts. Ce n'est pas elles qui les payent. C'est toujours les populations minorisées qui les payent à leur place. C'est toujours les travailleuses qui les payent, c'est toujours les populations qui se font spolier, etc. Toujours, systématiquement. Je reprends. Le capital profite d'un ensemble d'externalités positives dont il n'assume qu'une fraction du financement. Il se soulage en outre sur son environnement social et naturel de tout un ensemble de négativités dont d'autres, humains et non humains, supportent le fardeau. Ce n'est qu'à la condition cachée de cette double dispense des coûts réels de la production qu'il peut se présenter comme économiquement bénéficiaire. Le capitalisme est une économie de la décharge. Cette vaste externalisation des coûts sociaux de la production privée ne va cependant pas sans susciter en retour de grands contre-mouvements d'autodéfense sociale. On ne saurait pleinement comprendre l'histoire politique du siècle et demi qui vient de s'écouler, écrit Cap en 1950, prolongeant ainsi les analyses de son ami Polanyi, tant que l'on ne voit pas qu'il s'est agi d'une vaste révolte populaire contre ce transfert d'une grande partie des coûts sociaux de la production sur des tiers ou sur la société. L'histoire moderne et contemporaine des luttes sociales et environnementales pourrait être relue à cette lumière comme une révolte des externalisés, dont les motifs, hétérogènes seulement en apparence, trouvent leur unité dans une racine commune, un même rejet, un même refus d'endosser les coûts sociaux de la production privée, de payer pour le capital. Oui, Haïti, 150 ans de remboursement des esclavagistes. Ouais. Et on rappelle, la France, très grosse fierté de faire ça régulièrement. Parce que, encore une fois, la France, c'est un beau ramassis de colons. Et encore aujourd'hui, on le démontre avec la Kanaki, par exemple. Et c'est pas les seuls. Donc bon. Là, il y a un seul truc qui me dérange un peu sur ce qui est dit, là, maintenant, tout de suite, dans le bouquin. Je trouve que le bouquin, c'est un peu récurrent d'ailleurs, il a un point de vue blanc des choses. C'est-à-dire qu'à un certain nombre de fois, on est capable de venir dire « oui, quand même, il y a du racisme ». Mais à tout à d'autres points, on l'oublie, on le met de côté. Là, typiquement, vous allez avoir tout un discours qui vient d'être cité, et l'écriture du coup de Chamaillou qui vient reprendre dessus 2-3 phrases, notamment quand il dit l'histoire moderne et contemporaine des luttes sociales et environnementales pourrait être relue à cette lumière comme une révolte externalisée, etc. Je trouve qu'on ne met pas la notion en fait de colonialisme alors qu'elle devrait, parce que là ça fait un peu un discours qui, à mon sens, mais c'est peut-être seulement à mon sens, donc je n'ai pas forcément la science infuse et peut-être que je me trompe, je trouve que le discours ressort un peu comme, en gros, c'est le patronat contre les prolétaires, et ça s'arrête là. Alors que c'est pas que ça, largement pas que ça. Et que les prolétaires, c'est qui ? C'est quoi ? C'est quel type de population qu'il y a derrière ? On sait que c'est largement des populations racisées, en fait. Donc du coup, il y a quand même un problème pour moi dans le sens où il n'y a pas du tout assez de travail, à mon sens, encore une fois, pour sortir un peu du cadre blanc et de la vision, on va dire, des luttes de classe qui se limitent juste à la classe prolo contre la classe bourgeoise et puis basta, quoi. Malheureusement, je trouve que même si de temps en temps on est capable, voilà, ça manque un peu du DLC intersectionnel, c'est un peu l'idée. On est capable à plusieurs moments de venir nous dire, bon, oui, c'est vrai que y a quand même tel truc, c'est du racisme, etc. Ce qui est quand même un peu le minimum du minimum. Ça rate un peu, ça pêche un peu. Là, notamment, tout à l'heure, avec la phrase sur la personne âgée, c'est-à-dire que typiquement, il nous parle de la valeur de la vie en fonction donc des revenus futurs actualisés, patati patata, donc cette échelle de valeur complètement dégueulasse. Il nous parle de, à un moment donné, la valeur donc de la vie d'une femme au foyer travailleuse sans revenus est nulle. Celle d'une personne âgée se monte à presque rien. À la fin des années 70, selon un index des revenus futurs actualisés, la valeur d'une femme noire de 85 ans se montait à 123 $. En fait, là, il place le fait que c'est quand même la valeur d'une femme noire de 85 ans, mais en fait, il ne parle pas dans le reste de ce texte du fait que les personnes racisées, de manière large, ont une valeur de vie nettement moindre que les personnes blanches.
Parce que là, on vient nous parler de la valeur de la vie d'une femme noire de 85 ans. C'est quoi la valeur de la vie d'une femme blanche de 85 ans? C'est quoi le différentiel? Parce qu'il y a un différentiel, en fait. Et ça, c'est la question raciste, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que c'est pas mis, c'est pas posé. Et ça me pose un peu souci, en fait. C'est que, encore une fois, Grégoire Chamaillou, à certains moments, est capable de dire oui, c'est vrai que quand même, il y a du colonialisme, oui, c'est vrai qu'il y a quand même du racisme. Mais en fait, il le dit vite fait, et sinon, il le skip un petit peu, je trouve, à mon sens. Et je trouve que c'est un peu un problème. Et là, c'est un peu ce qui retransparaît encore une fois. C'est que là, on est en train de parler voilà, l'histoire moderne et contemporaine, des luttes sociales, environnementales, etc. Et il nous parle, grosso merdo, des travailleuses qui essayent de se rebeller contre le patronat. Et ça s'arrête là. Mais en fait, c'est faux. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les mouvements sociaux des populations racisées qui essayent de se battre contre l'impérialisme blanc, qui essayent de se battre contre le racisme, qui essayent de se rebattre en fait contre les conséquences de l'esclavage, de la colonisation, et sur ce modèle qui, encore une fois, à plein de niveaux, est toujours présent. Hein. Dire qu'un pays n'est plus dans, on va dire, un fonctionnement de colonie parce que officiellement c'est un gouvernement libre, alors qu'en fait, tu as 85% des entreprises qui sont possédées par des blancs, que le gouvernement fonctionne en fonction des attendus et des demandes des diplomates européens, occidentaux, etc. C'est du foutage de gueule en fait. C'est une colonie. Même si on a mis une petite étiquette pour dire ah non, officiellement c'est plus une colonie, factuellement dans le fonctionnement c'est toujours des colonies en fait. Et c'est ça le truc, c'est que là ça manque un peu. Pour moi, le texte de Chamaillou, il en manque un petit peu quand même. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dans le chat. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque d'un petit focus sur certains trucs, quoi. Autant t'es capable de le placer 2-3 fois viteuf, de dire oui, là quand même c'est du racisme, autant ça reste très léger et je trouve que c'est un problème. Personnellement, je trouve que c'est un problème. Mais bon, bref, je reprends. J'en étais où Bon, je vais reprendre cette phrase-là parce que je m'étais arrêté là-dessus. Donc, l'histoire moderne et contemporaine des luttes sociales et environnementales pourrait être relue à cette lumière comme une révolte des externalisés dont les motifs hétérogènes seulement en apparence trouvent leur unité dans une racine commune, un même rejet, un même refus d'endosser les coûts sociaux de la production privée, de payer pour le capital. Vous voyez, en fait, cette phrase, je trouve qu'elle est parfaitement, elle illustre parfaitement ce que je dis. On en vient à, vous avez vu dans l'histoire moderne, il y a des mouvements sociaux. En fait, c'est juste parce que les gens se battent contre le capitalisme. Non. Non. Pas que le capitalisme. Le capitalisme est un des moyens très évidents et très forts à travers lequel le suprémacisme blanc est mis en place, maintenu, renforcé. Mais ce n'est qu'un des moyens. Et tout un tas de mouvements sociaux sont là justement contre le suprémacisme blanc, contre les colonies en fait, contre le système colonial. Et ça c'est évacué, c'est pas là. On reste sur c'est juste que les gens ils se battent contre la production, contre les coûts sociaux de la production privée, de payer pour le capital. Voilà, les gens sont contre le capitalisme et puis c'est tout. Non, c'est un peu simpliste quoi. C'est un peu simpliste. Je reprends. Avec son concept de coûts sociaux, Cap radicalisait une thèse avancée dans les années 20 par l'économiste Arthur Pigou. Dans certains cas, remarquez ce dernier, une production, bien que profitable pour l'agent privé qui l'entreprend, entraîne pour la société des pertes supérieures à ses gains à lui. Une existence ponctuelle d'une divergence entre produit privé et produit social invalidée sur le mode d'une exception, le raisonnement des adeptes du laisser-faire. En pareil cas, il est manifestement faux de prétendre que la poursuite de l'intérêt égoïste maximise la valeur totale. Pour corriger ce genre de dysfonctionnement, conclut Pigou, il est nécessaire qu'une autorité plus vaste intervienne et s'attaque aux problèmes collectifs de la beauté, de l'air, de la lumière. L'État pouvait et devait intervenir en pareil cas par des encouragements extraordinaires, des restrictions extraordinaires. Subventions d'un côté, taxes de l'autre. Jusqu'au livre de Cap, cependant, ces externalités négatives avaient été considérées comme un problème périphérique, une aberration mineure dans la théorie économique. Il montrait, au contraire, que la décharge des coûts sociaux était un phénomène généralisé, consubstantiel à une mode de décision affectée d'une tendance congénitale à négliger les effets négatifs, par exemple la pollution de l'air et de l'eau, réputée externe à l'unité décisionnaire. Cela avait des implications théoriques radicales, car si ni la comptabilité des entreprises ni les prix en général ne sont réellement capables d'enregistrer les effets destructeurs hors marché, reportés sur l'environnement social et naturel,
alors les indicateurs de prix ne sont pas seulement imparfaits ou incomplets, ils sont même mensongers. Et bonjour Solène. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, apparemment c'est mon anniversaire d'affiliation, mais comme je disais, je savais même pas que c'était mon anniversaire d'affiliation, donc voilà, merci. Merci. J'avoue que moi je sais la date à laquelle j'ai commencé à stream, il y a 4 ans et demi, par contre je sais pas du tout la date à laquelle je suis passé affilié, donc ma foi, PTDR, coucou. Voilà. En tout cas j'espère que tu vas aussi bien que possible, on se vénère ici. Attention, je préviens, on se vénère beaucoup. Alors, t'es arrivé après le passage le plus craignos. Vraiment, vraiment, vraiment craignos. Là, on est reparti sur des trucs un peu plus... Comment dire, un peu moins enrageant, un peu moins inhumain. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on est toujours sur la lecture de La Société ingouvernable de Grégoire Chamaillou. Et donc là, on avance sur les réflexions qui se passent. C'est où filiation? Quoi? Pas compris. Un peu malade, Covid vraisemblablement, mais qui ne l'est pas dans ce pays validiste et faf, ouais. Hein. Ouais, bah courage alors, j'espère que ça va aller aussi bien que possible, aussi vite que possible. La musique d'Endless Space 2 en fond qui fait du bien, mais oui, mais oui. Mais oui, la musique d'Endless Space, ça détend. Hein. Après, les calculs scientifiques sur le coût de la vie, hein, qui sont basés à base de combien tu es prêt à payer pour manger quelqu'un. Ouais, voilà. Je vous rappelle hein, quand même que tout à l'heure, on était sur des calculs scientifiques de la valeur de la vie humaine basés sur combien on est prêt à payer pour la viande d'un être humain. Web. Avec évidemment l'amélioration apportée par des économistes qui ont dit non, c'est vrai que cette manière-là de calculer, c'est un peu éthiquement discutable. Donc attendez, on va la rendre éthique. Et ils ont modifié cette manière d'analyser, de comptabiliser la vie humaine, la valeur de la vie humaine, en combien tu es prêt à payer pour ne pas être mangé. Et ça, c'est vachement plus, c'est apparemment vachement plus éthique selon eux. Voilà. C'était ça le chapitre d'avant. Au cas où vous l'avez oublié, parce que ça fait longtemps, ça fait au moins une demi-heure qu'on était sur ce passage-là, donc pour vous le rappeler un petit peu, hein. Hey, fun. Wouh. Et bonjour Kossi. Ouais, non, c'est sérieux, malheureusement sérieux. Il y a 2 grandes échelles de mesure de la valeur de la vie humaine qui ont été développées. La première, c'est combien aurait rapporté ta vie, économiquement parlant, par tes revenus, si tu n'étais pas mort. Et donc du coup, dans cette échelle de mesure incroyable de la valeur de la vie humaine, les femmes ne valent rien. Bah oui, parce qu'elles font du travail non payé. Et oui, le travail domestique n'est pas payé, donc une valeur de vie humaine de femme ne compte pas. Voilà, voilà. Quelle incroyable échelle de mesure. Wouh! Et derrière, toujours avec cette même échelle, une personne handicapée coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Donc techniquement, en fonction de cette échelle de mesure, les handicapés, il faut les tuer. Bah oui, parce que ça rapporterait à la société de les tuer. Vous comprenez, puisque ce sont des coûts. Voilà, voilà. Incroyable, hein? Et donc la deuxième échelle de mesure, c'est celle que je vous ai dit juste avant, basée à la base sur combien est prêt à payer quelqu'un pour ta viande, et ensuite raffinée, on va dire, par des économistes en combien tu es prêt à payer pour ne pas te faire bouffer. Voilà. Vraiment, les économistes au top, hein. Au top, les économistes, hein. Changez rien, hein. Vraiment, changez rien, hein. Quel putain d'enfer. Après tout, si on peut manger de la viande humaine, de voir certaines manger de la viande humaine ne me ferait pas tomber de ma chaise, encore une fois, dans cette société, plus rien ne m'étonne. Ouais, c'est ça le truc, hein. Je pense qu'un patron, si la viande humaine pouvait se manger, il trouverait ça raffiné, et il trouverait ça bien, etc. C'est bien le pire. Bah, de toute façon, la question de base, c'était fait dans un bouquin bien affect. Hein. Voilà. Nouveau privilège enclenché, celui de ne pas se faire manger. Hein. Ouais. Alors, par contre, aussi un autre truc pour les gens qui arrivent, du coup, je sais plus si je dis bonjour. Bonjour Kossi, du coup, j'espère que tu vas bien. En tout cas, aussi bien que possible dans cette belle journée. On est sur un chapitre où, du coup, je commençais à grogner sur un truc. Donc là, on est sur la lecture de Grégoire Chamaillou.
Grégoire Chamaillou, qui donc nous a écrit cet ouvrage qui s'appelle La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Pour moi, il y a un angle mort, et apparemment les gens du chat sont assez d'accord, sur le fait qu'il y a un problème de blanchité dedans. C'est-à-dire que très concrètement, très souvent, on ramène, enfin très souvent, c'est 95% du temps, on ramène la problématique à le monde capitaliste est un problème et les travailleuses doivent se soulever contre les bourgeois, basta. Sans prendre en compte la question de la blanchité, sans prendre en question le principe de la société capitaliste qui est là pour soutenir et renforcer une société qui est avant tout une société de colons, une société basée sur la colonisation, sur l'exploitation des populations racisées, etc. Et ça pour moi c'est un problème parce qu'en fait de temps en temps dans le livre il est capable de venir poser ah tiens en fait ça quand même c'est raciste, et encore heureux hein. Mais à contrario il y a plein de moments où clairement la problématique elle est beaucoup plus large que juste ce sont des travailleuses prolétaires qui trouvent que quand même les patrons abusent, parce qu'il y a toute la question justement de la blanchité, il y a toute la question en fait du rapport racial aux populations, à comment est-ce que les populations sont exploitées en fonction justement de si elles sont racisées ou non, etc., qui n'est pas du tout évoqué. Et ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un très gros problème quand même. Donc voilà, je tenais quand même à préciser, le bouquin, il est pas parfait, hein, il n'est pas parfait. Je reprends, ceci dit, sur la lecture. L'économiste libéral Frank Knight, qui avait été l'un des tout premiers à critiquer, dès 1924, la taxation environnementale défendue par Bigou, rédige au tout début des années 50 un compte-rendu au vitriol du livre de Cap, qu'il dénigre comme un pur exemple de propagande socialiste. Certes, lui répond-il, la destruction de l'environnement a des coûts, mais la préservation de l'environnement en a aussi. Pour que le tableau soit complet, il faudrait mettre en balance les coûts sociaux et environnementaux de la production privée avec les coûts de l'alternative, les coûts de l'élimination des coûts. Il énonce ainsi ce qu'allait devenir le trope central de la critique néolibérale de la régulation sociale et environnementale, tout entière, fondée sur ce principe de symétrisation du remède et du mal. Celui-là même que l'on a vu concrètement à la manœuvre dans le chapitre précédent. Et donc là on rappelle, hein, concrètement, c'est dire ah bah les sociétés humaines fonctionnent, donc voilà c'est comme ça, elles fonctionnent comme ça, c'est tout. Donc du coup, toute chose est égale par ailleurs, donc puisque les sociétés font de la pollution, eh ben il faut mettre au même niveau la pollution et le fait de gérer la pollution. Voilà, point. Et puis il faut le calculer. Il faut calculer le rapport coût-bénéfice, donc en forme de tout simplement de tableau Excel. Est-ce que empêcher la pollution c'est plus rentable que de ne pas l'empêcher ? Et bah, étonnamment, souvent, c'est systématiquement à l'avantage des entreprises. Incroyable. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Je continue à reprendre. Au sein du consensus antérieur, on s'est accordé pour dire qu'il était souhaitable, en cas de pollution industrielle, de rendre le propriétaire de l'usine responsable des dommages occasionnés. Or, ceci, Knight et ses camarades le contestent. Il revient à Ronald Coase de formaliser l'argument. On pense, communément, dit-il, que toute mesure supprimant la nuisance est nécessairement désirable, mais c'est là un préjugé. Car il ne faut pas oublier qu'en pareil cas, pour éviter le préjudice causé à B, on inflige un préjudice à A. Non mais vraiment l'argument fallacieux de... Ah ! Je me détends, je suis calme. Je vais reprendre la lecture. Si la pollution a un coût pour les pollués, les mesures anti-pollution en ont aussi un pour les pollueurs. Avant de décider quoi faire, il faut mettre les deux dans la balance. Voilà, ça c'est toute la réflexion incroyable des économistes. Ouais. Typiquement l'argument pour justifier le remboursement des esclavagistes. Exactement, c'est la même logique quoi. Les mecs sont en train de tuer des gens. Ouais, mais attends, j'avais le droit avant, là vous me dites que j'ai plus le droit, donc il faut me faire une compensation. Ah, c'est comme ça. Et... quel enfer. Quelle bande de sombres merdes ces types. Je suis calme. Je suis détente, je reprends la lecture. Si une entreprise déverse des polluants dans un cours d'eau, plaide de même Daniel Fischel, elle impose aux usagers des coûts qui peuvent excéder ses propres bénéfices. Il ne s'ensuit cependant pas que la pollution est un comportement immoral auquel il faudrait mettre fin. Considérons le cas réciproque où l'entreprise, par égard pour les usagers du fleuve, ne pollue pas. Attends, quoi ? Considérons le cas réciproque où l'entreprise, par égard pour les usagers du fleuve, ne pollue pas.
Oh, mais franchement, c'est trop gentil, petite entreprise, de faire en sorte de ne pas nous polluer la gueule. Franchement, merci, petite entreprise, d'essayer de ne pas tuer les gens autour de toi que t'es déjà en train d'exploiter. Espèce de sombre merde. Excusez-moi, je commence à m'énerver un peu. Je crois que le chapitre d'avant, il m'a déjà bien chauffé. Genre bien chauffé. Et là, j'avoue que retrouver du calme est un peu compliqué. Je vais aller me chercher un truc à boire, je reviens, je fais une mini pause. Faites pas de bêtises. Voilà, hein. Je reviens. Heureux. Tu as ramené un peu à boire. Je vais boire maintenant. Non, j'ai déjà bu une Monster aujourd'hui. Je ne bois jamais plus de 2 Monsters par jour. Et de toute manière, il me reste qu'une seule au frigo. Donc si je la bois aujourd'hui, ça veut dire que demain, j'en aurai pas. C'est triste. Hop. Voilà. Je me suis servi. Et je bois un coup. Ah. Voilà, pensez à vous hydrater. Pensez à vous hydrater, c'est le moment ou jamais. L'hydratation, c'est important. D'ailleurs, je le rappelle pour les petites fougères de YouTube, puisque ça, c'est une VOD, donc un enregistrement qui sera disponible ensuite sur ma chaîne YouTube. Petite fougère de YouTube, toi qui nous écoutes du coup en différé, hein, parce que là, moi je suis en live, mais toi quand tu m'écouteras sur YouTube, je serai plus... Enfin si, techniquement je serai très probablement en live, mais pas en train de faire cette lecture-là. Enfin, on s'est compris quoi. Bref, pense à t'hydrater. Voilà, pense à t'hydrater, l'hydratation c'est important. Hydratez-vous. Je vais reprendre les paroles de l'enfer. Hein, donc Daniel... tu t'appelles comment toi? Daniel Fischel, voilà, donc nous dit... Considérons le cas réciproque où l'entreprise, par égard pour les usagers du fleuve, ne pollue pas et opte pour une méthode plus coûteuse d'élimination des déchets. Dans cette situation, les usagers de la rivière imposent aux investisseurs, aux employés, aux consommateurs de l'entreprise des coûts qui peuvent excéder leurs propres bénéfices. Ni polluer, ni s'abstenir de polluer n'est a priori éthiquement ou moralement correct. C'est vraiment des grosses merdes, hein. C'est impressionnant, hein. Genre vraiment, ils ont une capacité à avoir les raisonnements les plus éclatés au sol possible et à présenter ça en mode non mais c'est rationnel, c'est logique, c'est cohérent, c'est caté. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouh. Je reprends. Un peu comme si, au prétexte que le fait de blesser quelqu'un et le fait de le soigner ont tous deux des coûts, on pouvait en conclure que les deux actes sont éthiquement indifférents. Je t'ai blessé et ça te coûte, mais te soigner me coûterait à mon tour. J'en conclus donc, vous dit l'économiste en tapotant sur sa petite calculatrice, qui ni le fait de te nuire, ni le fait de réparer le préjudice que je t'ai fait subir n'est a priori éthiquement ou moralement correct ou incorrect. Ouais. Bah là, vous voyez, là, il y a toute l'ironie de Chamaillou qui s'exprime et je suis assez d'accord avec lui. Hein. Franchement, hein. Wow, hein. Le gars, dans le même souffle, l'entreprise est sainte parce que c'est elle qui choisit de ne pas rendre malade les riverains. Et en même temps, on l'oblige à perdre de l'argent. Ouais. La sainte entreprise. Hein. J'espère que vous faites vos 3 prières par jour envers le Saint Capital, hein, quand même. C'est important. Hein. C'est important. Je reprends. Il serait faux, nous assurent les économistes, de prétendre que c'est toujours responsable de payer. Ça dépend. Car pénaliser l'auteur du dommage peut s'avérer moins profitable dans l'ensemble que de ne pas le faire. On est ainsi invité à juger les nuisances selon une balance coût-bénéfice où seul importe la considération de la valeur totale. Si celle-ci est plus grande dans le cas où les parties lésées endossent les dommages, alors, soutient-on, il est économiquement rationnel que les victimes prennent en charge les coûts que d'autres leur ont infligés. Si nous supposons que l'effet nocif de la pollution est qu'elle tue les poissons,
La question à trancher est la suivante. La valeur des poissons perdus est-elle supérieure ou inférieure à la valeur du produit que la contamination du cours d'eau rend possible? Attendez, ça c'est écrit par qui? 118, référence 118. On est page 181. Je vais aller chercher quelle est la sombre merde qui a écrit ça. Excusez-moi, j'ai besoin d'insulter des connards. Ici, très bien. C'est la note, on a dit combien? 118. 118, c'est Ronald. Ah bah, Ronald Coase. The Problem of the Social Cost. Littéralement, c'est l'auteur qui a écrit le problème du coût social. Et donc, ce qu'il a écrit, je vous la refais la phrase, parce que c'est quand même quelque chose. Si nous supposons que l'effet nocif de la pollution est qu'elle tue les poissons, la question à trancher est la suivante. La valeur des poissons perdus est-elle supérieure ou inférieure à la valeur du produit que la contamination du cours d'eau rend possible? Voilà. Gros niveau, Gros niveau, C'est quelque chose, Ouh, putain. Ah, je me détends, je suis calme, je suis zen, je vais reprendre la lecture. Et je ne vais pas insulter ces grands morts à cette grosse merde de cause. Si les poissons morts valent moins que la production de l'usine chimique, ce qui est plus que probable, alors il est économiquement rationnel de les laisser crever. Le néolibéralisme est fondamentalement un anti-écologisme. Au même titre que, je vous le rappelle, le néolibéralisme et le capital, de manière générale, le capitalisme est intrinsèquement un système fascisant, un système fasciste. Intrinsèquement, le capitalisme produit des inégalités, produit de l'exploitation, renforce les oppressions, les valorise. C'est littéralement comme ça qu'il fonctionne. Il ne peut pas en être autrement puisque c'est le cœur même, c'est le principe même du capitalisme que de produire toujours plus, d'exploiter toujours plus pour centraliser toujours plus les gains et donc de léser de plus en plus les gens. C'est littéralement l'idée même du capitalisme. Vous ne pouvez pas faire du capitalisme sans faire du fascisme. Vous ne pouvez pas faire du capitalisme sans y mettre du racisme, sans y mettre du sexisme, sans y mettre de manière générale en fait toutes les oppressions en fait. C'est pas possible. Ça va ensemble. Ça va ensemble, pas parce que c'est un effet pervers ou je ne sais quoi, parce que littéralement c'est le cœur même du truc. C'est l'idée même sur laquelle il se base. Je reprends. Ces économistes ont beau présenter leur démarche comme allant de soi, de tels calculs présupposent cependant qu'il soit possible 1. De recenser de façon exhaustive les dommages sociaux et environnementaux liés à une activité déterminée, 2. De les mesurer adéquatement selon la valeur marchande. Or, ces deux postulats sont problématiques. Examinons-les tour à tour. Au regard des exemples qui peuplent cette littérature, répertorier les dommages environnementaux paraît un jeu d'enfant. Le nuage de fumée ne touche par hypothèse que le voisinage immédiat. Le déversement de la substance toxique se borne à tuer X poissons dans la rivière adjacente. Bref, on n'envisage que des situations de dommages finis, circonscrits dans l'espace et dans le temps. Sauf que c'est méconnaître la réalité des phénomènes de pollution caractérisés au contraire par leur non-finitude. Dans l'espace d'abord, ils ne sont pas seulement locaux, limités à des zones précises, ils ont des répercussions ailleurs. Dans le temps ensuite, les dommages environnementaux ne sont pas seulement instantanés et immédiats, ils peuvent persister longtemps après leur première manifestation. Ils peuvent aussi ne se révéler que bien plus tard, après un long temps de latence. L'économie néoclassique prétend pouvoir analyser les phénomènes de pollution selon le vieux schéma des relations d'échange mutuel et réciproque entre unités microéconomiques. Sauf que dans un écosystème, les processus de causalité n'est pas, en règle générale, de nature bilatérale, où des pollutions particulières causent des dommages à des personnes ou des entités spécifiques ou identifiables. On a plutôt affaire, souligne Cap, à un principe de causalité cumulative ou circulaire. De multiples sources de pollution engendrent des effets combinés qui ne varient pas nécessairement en proportion de leur quantité et de leur fréquence. Lorsque la capacité d'assimilation de l'environnement atteint des seuils critiques, que différents polluants se combinent, se concentrent, entraînant des réactions chimiques en chaîne, une seule portion d'émissions supplémentaires peut avoir des effets non linéaires, non pas proportionnels mais disproportionnés, entraînant des conséquences catastrophiques pour la santé humaine. Outre leur non-finitude et leur surdétermination, les perturbations environnementales ont un caractère global. Elles sont globales, écrit Cap en 77, en ce sens que certains polluants et résidus persistants
peuvent potentiellement affecter la planète entière en modifiant la composition chimique de l'atmosphère, en provoquant des changements climatiques aux conséquences majeures. Alors même qu'affleurait ce mode de pensée écosystémique, l'économie orthodoxe demeurait prisonnière d'une conception sérielle et linéaire de l'échange qui l'empêchait de concevoir autre chose que des relations simples entre pollution particulière et dommages immédiats. Une émission de gaz à effet de serre affecte peut-être celles et ceux qui le respirent immédiatement, mais elle participe aussi de la production d'un hyper-phénomène global, un hyper-objet que la pensée économique néoclassique, tributaire d'une épistémologie périmée, pré-écologique, est incapable de saisir autrement qu'en la fragmentant et en le sous-estimant de manière chronique. Relever ce défi, indiqué Cap, requiert bien plus encore que de la quantification et des mathématiques. Il faudrait avoir la volonté d'évaluer les flux physiques et leurs effets en termes réels. Faire science autrement, dépasser la rationalité économique par une nouvelle raison écologique. Très bien ce que dit Cap, pour le coup. Les propos de Cap, donc, qui sont cités, propos de... On a dit combien? Je sais plus quelle année il a écrit. Attendez, je reviens un tout petit peu en arrière. En 50. Putain, le mec, il date des années 50. Hein. Ça, c'est un ouvrage des années 50, et bah c'est quand même vachement pertinent. Hein. Et vous voyez à quel point tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc qui me fait péter un câble. Hein. Quand vous avez tout un tas de connards qui viennent vous dire « Ah non, non, mais les questions écologiques, c'est récent, là. C'est parce que maintenant, vous faites chier pour tout, là. Bande de wokistes. Oh, oh, oh. » Mais littéralement, ça fait 70 ans qu'on gueule dessus. Littéralement, ça fait 70 ans qu'on dit « Non, non, mais c'est de la merde, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. » Ah, fatigue, hein. Fatigue. Je reprends la lecture. Outre le problème de la totalisation des effets environnementaux, il y a celui de la commensurabilisation des dommages. Ce qu'il faut savoir, exige cause, c'est si le gain lié au fait d'empêcher le dommage excède la perte subie par ailleurs du fait d'avoir mis fin à l'action qu'il engendre. Donc là, cause, c'est le trou du cul, hein. C'est celui qui nous dit ah non mais ça coûte cher de pas faire des trucs horribles, alors bon ouais, voilà. Ne nous empêchez pas, hein. Parce que sinon c'est pas gentil, hein. Pendant que eux ils font des trucs qui tuent des gens, hein, mais ouais. Bref. Mais ce genre de mise en balance présuppose que ces deux sortes de coûts puissent être adéquatement exprimés dans une même unité comptable. Nous avons déjà évoqué les difficultés dans le chapitre précédent. Que vaut une vie humaine? Quelle sera la commune mesure entre, mettons, les profits des ternites et les morts de l'amiante? Qui décidera de l'équivalence? Les moralistes s'en scandaliseront peut-être, rétorquent les néolibéraux, mais les mesures de régulation, à commencer par la taxation des industries polluantes, assigne déjà implicitement des équivalents monétaires à de telles réalités réputées inestimables. Le problème, disent-ils, n'est pas que l'on attribue une valeur à un paysage, à une espèce animale, à des vies humaines. Le problème tient à la façon dont on le fait. Les modes d'évaluation en vigueur, ceux qui sous-tendent la politique publique, disent-ils, prennent pour base des prix sociaux, prix de la vie humaine, prix de la prévention contre les accidents, etc., qui reflètent davantage l'idée que certains lobbies, groupes de pression, bien organisés et particulièrement motivés, se font que ces prix implicites, plutôt que le niveau social optimal qui résulterait d'une connaissance parfaite de l'ensemble des échelles de préférences individuelles. Bref, le souci à leurs yeux, c'est que le mode d'évaluation en vigueur est d'ordre politique, gouvernemental certes, mais surtout beaucoup trop sujet de pression des mouvements sociaux. Non mais vraiment les mecs, c'est incroyable. On leur dit, le problème, c'est que vous mettez une valeur monétaire à la vie humaine. Et eux, ils te répondent, non, 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 vous avez mal compris. Le problème que vous soulevez, c'est que la valeur à la vie humaine qu'on donne à l'heure actuelle, elle est due à cause de vous. Mais on a le droit de poser une valeur à la vie humaine. TKT, c'est pas un problème. Littéralement, les mecs n'écoutent pas la critique. C'est incroyable. On vient et on leur dit, c'est pas être ok, parce que vous mettez une valeur à la vie humaine et c'est pas ok. Et les économistes répondent, non, non, c'est parce que là, actuellement, le coût estimé, il est à cause de vous. What the On a dit le calme, la détente, zen. Ça va, vous? Comment se passe votre journée de votre côté? Est-ce que vous avez, vous aussi, très très fort envie d'aller trouver des économistes pour leur faire beaucoup de mal? Ou je suis la seule personne dans ce cas-là? C'est possible aussi. La lecture, des fois, c'est intense, hein? Oh là là. Oh là là. Oh là là.
Le calme, on a dit. Le zen. Soyons calmes. Zen. Je vais reprendre la lecture dans le calme et le zen. Mais quelle est l'alternative? Comment déterminer autrement le prix optimal de l'air respirable ou de la vie en bonne santé? C'est celui qui prévaudrait si nous disposions d'un marché où chacun pourrait confronter le prix qu'il serait disposé à payer pour avoir moins de pollution à supporter avec le prix que le pollueur serait prêt à accepter pour réduire sa pollution. Ah, c'est marrant si on n'avait pas déjà démontré que du coup c'est complètement éclaté au sol parce que les réalités économiques sont pas les mêmes. Bordel! On a déjà vu tout à l'heure que, de fait, quand t'es un putain de trou du cul d'actionnaire, de patron, tu as des quantités phénoménales de thunes et que du coup tu peux mettre des prix incroyables. Alors que par contre, en face, quand t'es une personne racisée, quand t'es une meuf, quand t'es une personne prolo, quand t'es un handi, t'as pas de moyens. Tu peux mettre tout ce que t'as, ça représentera toujours une gouttelette d'eau. Ça sera rien de plus. Et eux, ils sont là, toute chose est égale par ailleurs. Non, je te jure, ouais. Moi, je le sais parce que tu comprends, moi, en tant qu'économiste, je touche 3 fois le SMIC, mais franchement, je comprends très bien la vraie vie du vrai monde véritable. Hein. Connard. Ah, je vous ai dit, je commence à être en colère. Je sens que les insultes commencent à sortir un petit peu. Hein, voilà, je vois le lâcher prise me va très bien. Je crois que même si je n'arrivais pas à me lâcher, enfin, même si j'essayais de me contrôler, je n'arriverais pas à me contrôler. Je commence à être trop en colère. Je vous avoue que la lecture de ces passages, c'est quand même quelque chose. Le chapitre d'avant était vraiment immonde. Le chapitre sur la vie humaine, la valeur de la vie humaine, voilà, c'était. Et puis alors quand je vois les conneries qui nous lâchent encore, je reprends. Dans un exemple célèbre, Cause mettait en scène 2 voisins. L'un médecin et l'autre confiseur. Le bruit des machines de l'artisan empêche le docteur de l'autre côté du mur de faire ses auscultations. Le médecin tente un procès à son voisin. Première possibilité, le tribunal, donnant raison au docteur, contraint le confiseur à mettre ses machines à l'arrêt. Le fabricant de bonbons perdra ainsi sa source de revenus. Mais rien ne l'empêche, remarque Cause, une fois la justice rendue, de négocier avec son voisin pour lui acheter le droit de continuer à faire du bruit. Second scénario, le tribunal déboute le médecin de sa demande et autorise le confiseur à continuer de faire tourner ses machines. Si le médecin veut malgré tout continuer d'exercer, il peut cependant, lui aussi, négocier avec son voisin pour lui acheter le droit au calme. C'est marrant parce que tes exemples ne prennent en compte que du coup des patrons et des patrons. Bourgeois contre bourgeois. Il se passe quoi quand un des deux partis, c'est quelqu'un issu, par exemple, je sais pas, d'une minorité, qui du coup n'a aucun pouvoir comparativement, et qui du coup se fait juste écraser? Mais non, on va rester sur des bourgeois, c'est plus simple pour faire des petits trucs d'esprit là, des petits trucs théoriques tout mignons, hein? Connard. Popularisé par George Stigler, le théorème de Cause a été présenté comme la démonstration paradoxale d'une symétrie fondamentale dans les relations entre pollueurs et pollués, et du fait que la composition de la production ne sera pas affectée par l'assignation d'une responsabilité par le droit. Je vais canner. Ils sont vraiment éclatés au sol, les mecs, hein. Ils sont vraiment éclatés au sol, hein. C'est... Oh. C'est... Oh. Je reprends. Dans les deux cas, dit-on, quelle que soit la décision du juge, les agents sont en mesure de négocier un accord privé qui satisfasse les deux parties. Pour le reste, savoir qui paye est une question économiquement indifférente dans la mesure où des transferts d'argent dans un sens ou dans l'autre n'affectent pas la valeur totale. Belle illustration de la réversibilité des positions sociales, de l'indifférence de l'économie au droit, de l'inanité de l'imputation de responsabilité, du caractère superflu de la régulation gouvernementale et à contrario de l'autosuffisance d'un ordre privé fondé sur le marchandage des droits, droit à polluer, droit à ne pas être pollué. Sauf que, à mieux regarder, l'exemple de Cause était bien loin d'établir tout cela. Dans quel cas, en effet, la négociation peut-elle rationnellement aboutir ? Le médecin ne peut acheter le silence des machines que s'il gagne suffisamment pour faire au confiseur une offre au moins égale aux revenus que celui-ci va perdre du fait de leur mise en arrêt. De même, le confiseur ne peut acheter à son voisin le droit de poursuivre son activité bruyante que s'il gagne au moins autant que lui, sans quoi il sera incapable de lui faire une offre compensant sa perte honoraire.
Il est constant, quel que soit le délibéré du tribunal, que seul celui qui gagne, plus que l'autre, peut espérer réviser par marchandage une décision de justice défavorable. Le juge s'est prononcé en faveur du confiseur, mais que le médecin gagne moins que lui, le praticien devra endurer la pollution sonore. Contrairement donc aux interprétations que l'on a cru pouvoir en donner, cet exemple paradigmatique ne montre ni que les positions des agents sont toujours réversibles, ni que la décision de justice est indifférente dans tous les cas. Il établit au contraire que la loi fait la différence en reconnaissant un droit à ne pas subir la pollution indépendamment des revenus dont le pollué dispose. Il montre aussi que la symétrie de pouvoir de négociation déterminée par la disparité des revenus est en général irréversible en l'absence d'un droit contraignant. Il montre enfin qu'à défaut de règles juridiques, la décision est abandonnée à l'arbitraire des inégalités économiques. Voilà, ça au moins c'est Chamaillou qui revient et qui dit « Eh, t'as vu, t'es vraiment une grosse merde, frère !» Mais il le dit proprement. Voilà, parce que moi je vous avoue que je commence à lâcher des insultes. Moi je... Ah, voilà, mon calme est un peu, fissuré, on dira ça comme ça. Je n'ai plus la capacité, je pense, de vous le dire en des termes un peu jolis, un peu maîtrisés. Voilà, je vais juste dire c'est une sombre merde. Vraiment, c'est juste une sombre merde. Mais Chamaillou, quand il a rédigé son texte, était encore capable, a priori, de faire des pauses pour pouvoir reprendre l'écriture au moment où il n'y avait plus des insultes toutes les 3 phrases. Et donc est capable de vous le présenter de manière un peu plus propre. C'est bien. C'est bien. Quoi qu'il en soit, l'innovation théorique majeure de Coase résidait dans cette idée saugrenue de mettre les pollués en position d'acheter à leurs pollueurs leur droit de ne pas être pollués, de marchandiser les droits, de privatiser la responsabilité. Et ce fut le signal d'un déplacement majeur. Avant l'arrivée de Coase, en effet, quand la possibilité d'une résolution négociée n'était tout simplement pas reconnue, les économistes s'accordaient assez largement sur la nécessité d'une action corrective par la puissance publique aux instruments traditionnels de l'intervention gouvernementale en matière de pollution, impôts, subventions, standards, les néolibéraux opposeront dorénavant, dès les années 60, l'approche conçue en termes de droits de propriété transférables. L'idée était de mettre en place de nouveaux marchés sur lesquels s'échangeraient les droits à polluer, mécanismes alternatifs de l'intervention étatique, mais aussi aux rapports de force sociales et politiques. Ah bah zut alors, franchement c'est surprenant, mais les trous de balles à qui bénéficie le système sont en train de mettre en place un système qui permet d'avoir encore plus de pouvoir aux trous de balles qui ont déjà du pouvoir. Oh, franchement c'est bizarre. Oh, franchement inattendu, hein. Vraiment surprise, mais en fait non, pas surprise. Hein. Waouh. On envisagea d'abord des dispositifs marchands qui répliqueraient la scénette de Coase, son deal de confiseur-médecin. Offrir aux pollués l'opportunité d'acheter aux pollueurs leur droit à ne pas l'être. Lorsqu'une usine enfume 1 millier d'habitants, la solution idéale, professait Stigler, consistait à mettre en place un système de compensation par lesquels les propriétaires des usines, des logements, payent l'usine pour installer des dispositifs de réduction de la fumée, jusqu'à ce que le coût marginal de la réduction de la fumée égale la somme des gains marginaux pour les propriétaires. Non mais littéralement, avec leur manière de faire, tu viens, t'ouvres une usine ultra polluante, et tu te fais des ronds, littéralement, sur le fait que les gens du voisinage te payent pour ne pas polluer. Non mais... Je vais boire. Oh. Je reprends. La valeur des biens sanitaires et environnementaux pourrait ainsi être fixée non pas par une décision politique mais par un mécanisme du marché. Si vous tenez à votre santé, à ce paysage, si les préserver importe à vos yeux, alors vous y mettrez le prix, à un montant qui exprimera in fine, via la mesure objective du consentement à payer, la valeur des biens correspondants. Invention d'un bien étrange principe, celui du pollué-payeur. Et encore une fois, c'est marrant, mais ça met complètement de côté, ça occulte complètement les réalités économiques. Quelqu'un qui est handi, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est déjà en train de galérer et de subir des oppressions, aura nettement moins de moyens à mettre en balance, parce qu'il n'en possédera pas plus, en fait. Point. Et je parle même pas d'un paysage et de la biodiversité qui n'a juste aucun élément
monétaire en fait, à monnayer. Enfin, vous vous doutez bien qu'un marcassin va pas venir voir l'entreprise pour dire écoute, petite entreprise, tu pollues un peu beaucoup ma forêt. Donc, je viens te proposer mon stock de, je sais pas, mon stock de glands, voilà. Et comme ça, c'est ok, t'arrêtes de polluer ma forêt. Non, l'entreprise, elle en a rien à foutre. Elle va juste faire cramer la forêt, elle va juste la polluer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, que tous les sols soient pourris et empoisonnés et que tous les marcassins soient crevés avec leurs glands. Et vraiment, ça me fume que les mecs voient pas le problème. Moi, quand j'ai bu, j'ai plus soif. Ips, c'était bien. J'avoue que moi, j'ai souvent soif, mine de rien. Mais je crois que je bois pas assez aussi au cours de la journée. Comme je stream généralement entre 6h et 7h par jour, c'est vrai que le truc derrière, c'est qu'en fait, je bois pas tant que ça. Je bois pas beaucoup. Je reprends la lecture. Thomas Crocker imagina en 66 un autre type de marché. Une agence gouvernementale établirait des droits à émettre des substances polluantes qui seraient mises aux enchères. Non mais... Oh! À chaque fois qu'il y en a un qui dit « Attendez! Attendez les gars! J'ai une meilleure idée, vous allez voir, c'est plus éthique, c'est plus moral !» Il nous propose un truc pire. Non mais genre vraiment. Ça me fume. Ça me fume. C'est... Oh. Oh. Je reprends donc. John Dals proposa, 2 ans plus tard, un modèle similaire, un système de droits à polluer transférable dont la limite totale serait fixée par le gouvernement, mais dont le prix serait déterminé par un marché assurant automatiquement que la diminution requise du déversement des déchets est réalisée au plus faible coût total possible. Le marché a failli, mais vive le marché! Car quelle meilleure solution face au tard du marché existant que d'en faire naître un nouveau en plâtre illusoire, plaqué sur le premier. Invention donc d'une gouvernance marchande des externalités. Dès 71, Nixon, en campagne pour sa réélection, proposa fugacement de vendre des permis de polluer. Mais l'idée n'était pas encore mûre politiquement. Il faudra attendre les années 90 pour que de tels marchés de droits à polluer, bien connus aujourd'hui, fussent expérimentés aux États-Unis. Ce fut un cas assez inédit de marché artificiel créé de toutes pièces à partir de la théorie économique, avec le succès que l'on sait. Le problème, disait la critique écologiste, c'est que les coûts socio-environnementaux ne sont pas comptabilisés par l'économie capitaliste. Si vous voulez que nous les prenions en compte, répondaient du tac au tac les économistes néoclassiques, il nous faut bien assigner un prix à ces réalités, sans cela pas de prise en compte possible. Refusant un principe d'une évaluation politique, ils y opposaient donc une estimation marchande. On pouvait ainsi présenter les marchés comme des solutions gnoséologiques au problème de la mesure de la valeur, et justifier par là, fort élégamment, loin du matérialisme crasse qui en constitue pourtant le modèle essentiel, une nouvelle extension du domaine de l'appropriation privée. Je ne nie pas, cariflait Clapp, qu'il soit possible d'attribuer une valeur monétaire aux dommages environnementaux, à la santé humaine, à la vie humaine, ou encore à des valeurs esthétiques, tout comme je ne nie pas la possibilité de mettre une valeur monétaire sur une œuvre d'art. En fait, sur les marchés, ces évaluations sont faites en permanence. Mais je conteste que les valeurs monétaires constituent des critères appropriés et responsables pour évaluer les dommages. Le problème n'est donc pas que ces réalités soient absolument incommensurables, ce n'est pas le cas, mais que la commensurabilisation marchande est à côté de la plaque. Un marché peut-il estimer adéquatement des coûts sociaux et environnementaux? Cap répond par la négative. Sous le fétiche du marché, il y a des agents individuels censés être capables de déterminer, par leur choix agrégé, le juste prix des réalités environnementales qui sont en jeu. Or, des limites structurelles les empêchent de le faire de manière satisfaisante. Le premier problème est celui de la limite des capacités gnoséologiques de l'agent économique rationnel. Abandonné à lui-même, un tel individu n'est pas en mesure d'estimer les conséquences négatives de la pollution dans toute leur ampleur, pas plus que les bénéfices de court et de long terme des améliorations environnementales sur sa santé et son bien-être. Cela ne veut pas dire que ces effets sont absolument inconnaissables, juste que cet agent est incapable de les deviner à partir des signaux de marché. Cela supposerait tout autre chose, tout un travail d'information socialisé sur d'autres bases, le développement de nouvelles sciences de l'environnement que Cap appelle de ses vœux, et que le marché n'engendrera pas de lui-même. La seconde difficulté concerne l'horizon temporel dans lequel de tels agents font leur choix.
Leurs décisions affectent les intérêts des générations futures, mais celles-ci n'étant pas représentées dans les calculs, leurs intérêts ne seront pas pris en compte dans les prix actuels du marché. La tendance structurelle consiste dès lors à choisir un gain immédiat au prix d'une perte reportée sur d'autres dans un futur qui ne nous concernera plus. Le troisième obstacle touche aux limites du principe du consentement à payer. Les néoclassiques considèrent que le marché permet de révéler, par les montants que les individus sont prêts à débourser pour certains biens, l'état des préférences subjectives. Le principe paraît vraisemblable. Si quelque chose compte beaucoup pour vous, vous serez prêt à engager une forte somme pour l'obtenir ou le préserver. Sauf que votre consentement à payer est borné en pratique par votre capacité à payer. Vous donneriez sans doute tout au monde pour sauver un être cher, mais vous ne pouvez mettre sur la table que ce que vous avez. Le critère du consentement à payer est structurellement distordu par la structure des inégalités. Si l'on utilisait ce principe pour décider par exemple de l'implantation d'un parc dans une zone résidentielle cossue ou dans un quartier populaire, il est plus que probable qu'au jeu des enchères, à préférence subjective égale, le premier groupe de résidents l'emporte. Il s'agissait de décider de la localisation d'une décharge ou d'une usine de cellulose, il est tout aussi certain que les seconds perdent encore. Dans une société inégalitaire, confier au marché la tâche de réallouer des droits environnementaux aliénables aboutit nécessairement à laisser les plus riches se décharger des coûts sociaux sur les plus pauvres. Ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de payer en argent qui payeront en nature. Et ceci dans un cercle vicieux où l'inégalité économique attire à elle une inégalité environnementale qui aggrave encore la misère réelle des dépossédés. Et c'est là typiquement où il aurait été pertinent de parler, encore une fois, de colonialisme. C'est là où il était encore été vachement pertinent de parler du coup de suprématie blanche. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe quel quartier, c'est pas n'importe quels endroits dans le monde où ça se passe. Ce sont les pays du sud global, en fait, où on va aller implanter les entreprises les plus polluantes et compagnie. Et c'est dans les pays occidentaux, les plus blancs, qu'on vient installer les jolis parcs, etc. Hein. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas qu'une question de réalité économique, puisque la réalité économique, elle est là du fait d'une réalité sociale, à savoir un racisme systémique. Un monde de suprématie blanche avec un système colonialiste. Et ça, c'est quand même con de ne pas réussir à le placer, en fait. Je vous avoue que ça m'agace quand même. Parce que Grégoire Chamaillou est capable de poser un certain nombre de choses, mais apparemment, ça a du mal. C'est un peu con. C'est quand même un peu con. Il n'aurait pas fallu grand-chose, hein, parce que regardez, moi, ça m'a pas pris beaucoup, là, de vous rajouter ça. Ça m'a pris quoi, 2 lignes? Il aurait pu le faire en 2 lignes. On aurait pu rajouter 2 lignes, pour le dire. Mais non. Je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, bref, je reprends. Si l'on veut prendre en compte les réalités environnementales, disent les néolibéraux, il faut les intégrer à la logique capitaliste de la valeur, ce qui implique d'étendre le domaine de propriété privée. Le colonialisme, un gros impensé de la suprématie blanche. Ah oui, oui. Oh oui, clairement. Je me suis arrêté dans la phrase, je reprends du coup. Si l'on veut prendre en compte les réalités environnementales, disent les néolibéraux, il faut les intégrer à la logique capitaliste de la valeur, ce qui implique d'étendre les domaines de propriété privée aux biens communs, au public, qui pouvaient encore lui échapper. Le postulat est qu'à partir du moment où une réalité devient privée, revêt une valeur marchande, alors ceux qui en tirent bénéfice auront intérêt à sa préservation. Dans cette conception du monde, la destruction d'une réalité environnementale compte pour rien tant que celle-ci n'a pas été économisée. La pollution d'un lac ne devient une réalité économique, une réalité tout court, que s'il existe par exemple une base nautique qui verra ses revenus baisser en conséquence. Un lac non capitaliste, en revanche, n'existe pas. La thèse fondamentale est que l'appropriation marchande de la nature est la condition de sa préservation. Les biens communs, à contrario, sont réputés être une tragédie. Pour saisir à quoi les promesses de ce nouveau capitalisme vert, bien plus encore qu'une imposture, sont une catastrophe, il est instructif de rouvrir un vieux livre. Au début du 19e siècle, un lord écossais, qui s'était radicalisé à Paris au contact de la Révolution française, James Maitland, comte de Lauderdale, découvrit le paradoxe économique qui porte son nom. Qu'est-ce que la richesse publique ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne se réduit pas à la somme des fortunes particulières, ou comme on le dirait aujourd'hui, au total de la valeur produite. Ces deux notions, richesse publique et valeur privée, sont non seulement distinctes, mais réellement contradictoires. La seconde ne pouvant en général s'accroître qu'aux dépens de la première.
Pour qu'une chose soit propre à entrer dans la richesse individuelle, indiquait Lauderdale, son agrément et son utilité ne suffisent pas. Il faut de plus qu'elle se trouve dans un certain degré de rareté. Réciproquement, tant qu'une richesse est abondante, librement accessible, elle ne saurait être appropriée avec profit. On ne peut convertir de la richesse publique en valeur privée qu'à la condition qu'elle devienne rare. Imaginez, vous dit Lauderdale, une contrée dotée de tout ce qui satisfait aux soins et aux agréments de la vie. De tous côtés, elle est arrosée par des ruisseaux de l'eau la plus pure. Que dirait-on de l'homme qui proposerait, comme moyen d'accroître la richesse de ce beau pays, le projet d'amener une bonne disette d'eau au lieu de cette abondance que les habitants regardent comme un des plus grands bienfaits de la nature? Assurément, on le traiterait de fou. Il est pourtant vrai que son avis tendrait à augmenter la masse des fortunes individuelles, car l'eau, conservant toujours la qualité qui la rend utile et agréable, y joindrait dès lors, hors de la circonstance d'être rare. Elle acquerrait par là une certaine valeur. Là est le paradoxe. L'accroissement de la richesse privée, mesuré à l'aune de la valeur d'échange, présuppose la rareté des biens publics correspondants, quitte à les raréfier artificiellement soi-même en organisant sciemment leur destruction. Et là, vous tombez sur quoi? Eh bien, vous tombez sur pourquoi est-ce que les services publics sont détruits dans les pays qui sont les nôtres. Pourquoi est-ce que les gouvernements détruisent de plus en plus largement, de plus en plus vite, tout ce qui est des acquis sociaux, tout ce qui est les services publics, tout ce qui est la richesse publique? Parce que tout simplement, il faut organiser sa raréfaction. Il faut que ça soit rare, il faut que du coup ça ait une valeur, et il faut du coup que ça puisse se monnayer en fait, tout simplement. Et là, je vous rappelle encore une fois ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Par exemple en France, et c'est pas le cas qu'en France, même si en France il y a un truc très prégnant, beaucoup des gens du public sont des gens qui se transfèrent très rapidement dans le privé. Beaucoup d'élus politiques font leur vie un moment dans le public, mais très largement dans le privé. Très régulièrement, les personnes qui sont dans le public sont des membres de famille, de structures privées, sont en train de copiner, sont des camarades de tout un tas d'entreprises notamment internationales, privées. C'est pas sans raison si la manière dont on organise politiquement nos lois vise à réduire toujours plus ce que l'État fait, ce que l'État permet en fait aux différentes personnes qui composent le pays. C'est pas sans raison si ça se réduit comme peau de chagrin, parce que le but du jeu c'est de vous en faire un bien, c'est d'en faire quelque chose qui permet d'accroître la richesse, quelque chose qui se vend, qui se monnaie. Si aujourd'hui on a un système de santé qui est complètement à la ramasse et qui va de faire pire en pire, c'est parce qu'à côté on a tout un tas de structures privées de soins qui existent. C'est pas sans raison. Et ça, encore une fois, c'est toujours au bénéfice des mêmes, et c'est toujours aussi les mêmes qui payent les pots cassés, systématiquement. Je reprends. À l'époque de Lauderdale, cette scène d'appropriation destructrice des ressources hydriques est encore de l'ordre de la fiction. Elle n'en faisait pas moins déjà écho à des pratiques capitalistes existantes, tout particulièrement dans les colonies. Lauderdale prend l'exemple de la conduite que tenaient les Hollandais quand, dans les années trop fertiles à leur gré, ils brûlaient une immense quantité d'épices. Ils distribuaient des récompenses aux naturels des îles où croît le muscadier pour les engager à en cueillir les jeunes fleurs et les feuilles vertes afin de détruire l'arbre. Là, par exemple, c'est bien, on parle un peu des colonies, mais juste comme un exemple viteuf. C'est con, parce qu'encore une fois, c'est pas juste un exemple viteuf. Et vouloir prendre l'exemple de juste, à l'époque de Lauderdale, regardez, il y avait ça dans une colonie, alors qu'on sait qu'en fait c'est très très généralisé, et qu'on sait qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, ça fait un peu léger, quoi. Ça fait un peu léger. Je reprends. Si l'on veut saisir le véritable sens de la crise écologique contemporaine, il faut la replacer dans cette histoire-là. Celle d'un système économique dont l'expansion, l'appropriation destructrice de la nature pour conditions substantielles, et la resituer, comme Lauderdale nous y invitait par avance, dans la continuité de la prédation coloniale et de l'accumulation primitive du capital. Voilà, ça c'est bien ça, tu vois, tu fais une phrase de conclusion où tu poses un peu un truc. Bravo, bravo, c'est bien. Alors par contre, le seul problème qu'il y a, c'est que tu restes dans l'idée de c'est la continuité de la prédation coloniale et de l'accumulation primitive du capital, comme si aujourd'hui on en était sorti. C'est-à-dire comme si, ok, le modèle actuel il s'est basé sur ça, mais maintenant c'est plus ça. Alors que PTDR, on sait très bien que si, aujourd'hui c'est toujours un système colonial en fait. Hein. Encore une fois, ça n'a pas disparu. C'est toujours éminemment le cas en fait. Donc c'est un peu quand même dommage la formulation, mais au moins c'est mieux. Un petit effort, bravo. Je reprends.
La différence entre ces exemples de destruction intentionnelle et les hyper-phénomènes de perturbation environnementale que nous avons connus depuis est qu'on ne saurait attribuer, par exemple, la cause de la pollution atmosphérique globale à l'action concertée d'une clique d'accapareurs qui l'aurait intentionnellement provoquée pour en tirer directement profit. La raréfaction de l'atmosphère respirable n'est pas orchestrée en sous-main par des vendeurs d'air en bouteille, ni le réchauffement climatique par des industriels de la climatisation, même s'il se trouve que les appareils qu'ils commercialisent y contribuent en retour. L'effet global n'a pas été un but visé pour lui-même, mais c'est bien là la seule différence. Pour le reste, que la raréfaction ait été intentionnellement organisée ou qu'elle se soit produite au titre d'effets secondaires structurels d'une externalisation des coûts sociaux, le résultat reste le même. Les dommages environnementaux, en tant qu'ils produisent des effets de raréfaction, fournissent les conditions objectives d'un nouveau cycle de marchandisation, d'une conversion marchande de l'ancienne richesse en nouvelle valeur, dans un schéma où hier comme aujourd'hui, l'extension de l'appropriation privée a pour précondition la destruction de la richesse publique. Une fois l'ancienne richesse publique niée et intégrée à la production marchande, ceux qui en tirent profit n'ont aucun intérêt, tout au contraire, à revenir à des états d'abondance hors marché. Une firme qui vend de l'eau en bouteille aurait plutôt objectivement intérêt à ce que disparaissent les fontaines publiques. Il faut dès lors que l'état de rareté se perpétue, voire s'accentue, ce qui est antinomique avec une politique de réhabilitation et d'extension des biens publics environnementaux. Il était aussi facile de posséder le sol que de jouir de l'air. Nul ne payerait de rente foncière, écrivait le jeune Engels. Il n'imaginait peut-être pas que la réciproque puisse un jour devenir vraie. À une ère où l'air pur devient rare, on ne tardera pas, d'une façon ou d'une autre, à nous le faire payer. L'extravagante promesse de l'économie dominante, remarque avec force John Bellamy Foster, c'est de prétendre sauver la planète par l'expansion de ce même capitalisme qui est en train de la détruire. Dans une fantastique inversion du réel, les néolibéraux nous présentent l'appropriation privée comme étant la solution à un désastre environnemental qui est pourtant à la fois le produit d'accumulation privée antérieure et la condition renouvelée d'une appropriation marchande élargie. Pseudo-remède qui, comme dans le cas des dépendances toxiques, n'étend son emprise qu'en aggravant le mal qu'il prétend soulager. Et on va arrêter là-dessus parce qu'il y a eu le marqueur de VOD depuis un moment et que j'ai pas coupé. Voilà. Et en plus on a fini le chapitre, donc c'est bien. Voilà, c'est pas mal. On est arrivé au chapitre 21, responsabilisé. Petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt et voilà.